Merci à toutes et à tous d'avoir un petit peu attendu. Voilà, on faisait quelques tests techniques avant de pouvoir lancer cette nouvelle table ronde. Merci donc à toutes et à tous de nous avoir rejoints dans l'amphithéâtre Louis pour cette dernière journée de programmation. Un petit point technique d'ailleurs, je vous rappelle que vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos intervenants à la fin de la table ronde. Il y a un micro qu'on pourra vous faire passer, donc n'hésitez pas à lever la main à la fin de la table ronde pour poser toutes vos questions. Je vous propose à présent de poursuivre notre réflexion sur cette Europe à la croisée des chemins, une réflexion que l'on a depuis plusieurs jours ici à l'amphithéâtre Louis, une Europe confrontée à des défis technologiques et humains. Dans les airs, en très haute altitude ou sur Terre au plus profond des océans, les champs d'affrontement se démultiplient et ce sont les frappes en profondeur qui vont être au cœur de notre prochaine séquence. La frappe dans la profondeur par artillerie peut-elle se substituer à la force aérienne dans un environnement contesté? Quelles sont ses limites, ses problématiques particulières, les doctrines d'emploi occidentales? Y a-t-il une mise à jour des pratiques à adopter à partir des enseignements ukrainiens? Pour évoquer toutes ces questions, je vous propose tout de suite d'assister à cette nouvelle table ronde intitulée « Les frappes dans la profondeur et supériorité aérienne ». Vont prendre la parole pour cette table ronde Héloïse Fayet de l'IFRI, Pierre-Marie Bello de MBDA France. Alors on ne voit plus effectivement les noms, mais Vincent Touré également de l'Université du Québec à Montréal, le colonel Guillaume Koubala, et cette table ronde sera modéré par le lieutenant-colonel Adrien Gormans. On peut les applaudir. Merci infiniment. Mon général, mesdames, messieurs, merci à vous d'être aussi nombreux pour cette table ronde sur les frappes dans la profondeur. Je vous propose de commencer par une toute petite phase de définition qui sera complétée par nos intervenants. Je vais présenter nos intervenants et puis ensuite nous enchaînerons sur la discussion. Alors, les frappes dans la profondeur, c'est un mot qui est à la mode en ce moment depuis curieusement 3 ans, mais c'est un concept extrêmement ancien. Je vais vous en proposer une définition. Le colonel Kubala reviendra sans doute dessus puisqu'il travaille dessus depuis plusieurs années, et puis nos autres intervenants également. Qu'est-ce que c'est conceptuellement une frappe dans la profondeur? C'est une frappe au-delà de la portée de l'artillerie. Et c'est un concept géographique d'abord et avant tout, Kubi, je pense que tu dois revenir dessus plus tard, dont on peut finalement dater l'origine à la Première Guerre mondiale avec les dirigeables et les tout premiers essais de bombardement. Kubi, tu y rajouteras, je pense, une notion de profondeur fonctionnelle, qui cherchait à frapper finalement des cibles tactiques, mais surtout opératives et stratégiques, et qui ont été conceptualisées alors d'abord par Adair en 1909, et puis surtout le premier à conceptualiser les frappes dans la profondeur, c'est Douai. La réalisation pratique, le moment où dans l'histoire ça commence vraiment à marcher et à produire des effets, c'est la Deuxième Guerre mondiale, avec évidemment la puissance aérienne anglo-américaine qui finalement arrive à vaincre les armées allemandes, en particulier en Europe, principalement parce qu'elles sont capables de les frapper avant qu'elles arrivent sur le champ de bataille et de leur infliger des dégâts stratégiques dans toute la profondeur de l'État nazi. Ça reste une capacité qui est quasiment exclusivement aérienne, finalement jusqu'aux années 80. Et quand on dit frappe dans la profondeur, on va voir qu'il manque 2 mots qui vont se débloquer au profit des 2 autres composantes à partir des années 80. Le premier, c'est le mot précision. Pourquoi? Parce qu'en fait, jusqu'à l'invention du GPS dans les années 80, les autres composantes n'ont pas de moyen de délivrer une puissance de feu au-delà de la portée de l'artillerie avec une précision suffisante pour avoir des effets. Ça n'existe juste pas. Les soviétiques font des essais avec des missiles balistiques de théâtre, mais la précision est déplorable. On l'a vu pendant la guerre du Golfe en 91 avec les Scud irakiens. Ça ne produit pas d'effet. C'est une nuisance, mais ça ne produit pas d'effet dans la profondeur. Et finalement, les premiers à s'en servir, ce sont les marins américains qui installent le Tomahawk à bord de leurs navires dans les années 80. Et puis l'armée de terre américaine qui installe une capacité balistique avec l'ATACMS dès les années 90. Ils s'en servent en Irak en 91. Ça disparaît un petit peu du paysage militaro-technologique industriel dans les années 2000 et 2010. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça n'est pas adapté aux guerres que fait l'Occident. Il y a quelques tirs d'ATACMS, il y a quelques tirs de missiles de croisière, il y en a beaucoup même, mais finalement, ce n'est pas un impératif stratégique parce que dans tous ces conflits-là, les belligérants occidentaux ont la supériorité aérienne et donc ont le confort de pouvoir systématiquement tirer ce qu'on appelle en stand-in. Et c'est le dernier mot qui manque. Quand on parle de frappe dans la profondeur, finalement, on parle de frappe de précision dans la profondeur
en stand-off, et c'est ça l'acceptation moderne du terme. Je pense que c'est sur celle-là qu'on va réfléchir aujourd'hui. Pour en discuter avec moi aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le colonel Guillaume Kubala, à ma gauche, pilote de chasse de l'armée de l'air et de l'espace sur Rafale C, qui est actuellement expert de milieu aérospatial à DGRIS, mais qui s'exprime aujourd'hui en tant que militaire de l'armée de l'air et de l'espace. Kubi, tu as commandé l'escadron de chasse 330 Lorraine à Mont-de-Marsan. Tu as été déployé à de nombreuses reprises en opération extérieure, au Levant, en Afrique, en Europe de l'Est, et sur le territoire national dans le cadre de la PPSR. Tu as 2000 heures de vol, un peu plus, 125 missions de guerre. Tu es diplômé de l'école de guerre, titulaire d'un master de mécanique, et tu as suivi la chaire aérospatiale de Sciences Po Bordeaux. Pierre-Marie Bello, Pierre-Marie, tu es le Product Line Owner of the Deep Strike Sector chez MBDA. C'est un peu compliqué et c'est en anglais, je m'en excuse. Tu es diplômé de l'École nationale supérieure d'électronique et de radioélectronique de Grenoble. Tu as fait partie de l'équipe à l'origine de la conception du Scalp chez MBDA au début des années 90. C'était tes premières armes, je crois, dans le milieu. Chez Matra, d'ailleurs, Défense à l'époque. Puis chez MBDA, tu as beaucoup travaillé dans l'export également, avant de basculer chez Airbus dans des fonctions de direction stratégique et de revenir chez MBDA prendre tes fonctions actuelles, où tu es finalement responsable de tout ce qui concerne les frappes dans la profondeur. Héloïse Fayet, Héloïse, tu es chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI, où tu es responsable du programme de recherche dissuasion et prolifération. Avant cela, tu as travaillé pendant plusieurs années au ministère des Armées en tant qu'analyste spécialiste du Moyen-Orient. Tu es diplômé de Sciences Po Paris, dans un double master de sécurité internationale et de journalisme. Tu as fait plusieurs séjours universitaires au Proche-Orient. Et tu es très engagé dans la promotion des femmes. Je signale au passage, et tu vas nous en reparler dans une minute, que tu as produit avec Léo Perria-Peigné un focus stratégique, donc un document long de l'IFRI, dédié aux frappes dans la profondeur. Vincent Touré avec nous en visio. Vincent, tu poursuis un doctorat au département des sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. Tu es diplômé d'une maîtrise en relations internationales à Paris 2 Assas et en histoire à Paris 4. Tu as été pendant 4 ans chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, pour laquelle tu es encore en ce moment chercheur associé. Et tu travailles principalement sur des questions technico-opérationnelles et tu es un grand spécialiste des forces armées russes. Voilà. Pour commencer, du coup, je voudrais donner l'opportunité à Héloïse de réagir sur ma définition et de parler un petit peu de son focus sur les frappes dans la profondeur. Héloïse, c'est à toi. Ouais. Merci beaucoup, Adrien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de co-modérer cette table ronde sur les frappes dans la profondeur aujourd'hui, notamment parce que c'est un sujet de recherche présent à l'IFRI depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, vous avez en fait 2 papiers qui sont à votre disposition ici, sachant que la version anglaise du focus sur les frappes dans la profondeur est également en ligne sur notre site, et je crois que celui sur la supériorité aérienne est en cours de traduction. Donc un focus stratégique que j'ai rédigé avec Léo Perria-Peigné sur justement cette démocratisation qu'on observe actuellement des frappes dans la profondeur, avec là aussi un retour historique. On étudie aussi la bascule en fait de la guerre froide, avec la première révolution de la précision et donc un accès facilité en fait à des sites stratégiques sur le territoire des Alliés qui, avant justement la création de certains missiles balistiques, qui sont notamment illustrés par la crise des euromissiles, n'étaient accessibles que par des frappes nucléaires. Et puis on s'intéresse dans la 3e partie un petit peu plus contemporaine à cette dissémination des frappes dans la profondeur sur 3 théâtres. Donc le théâtre européen, sur lequel Vincent reviendra aussi, surtout dans un prisme évidemment Ukraine-Russie, mais en s'interrogeant aussi sur les perspectives technologiques et industrielles en Europe, notamment avec le projet ELSA. Dans le papier, on décrit aussi les dynamiques au Moyen-Orient en termes de frappes dans la profondeur. Et ça, j'y reviendrai sur la table ronde. Et puis aussi, on s'intéresse à un théâtre qui est peut-être un petit peu oublié en termes de frappe dans la profondeur aussi, parce qu'il est loin de chez nous, mais c'est évidemment le théâtre asiatique,
avec le spectre de la compétition sino-américaine, en sachant que la plupart en réalité des programmes hypersoniques et de frappe dans la profondeur américains ont plus été conçus dans une perspective d'affrontement en Asie-Pacifique afin de dépasser la tyrannie des distances plutôt qu'en fait en Europe, même si c'est évidemment le contexte géopolitique qui nous force maintenant à réfléchir sur la frappe dans la profondeur en Europe. Et puis ce focus s'articule évidemment avec celui sur un autre, donc un autre sujet, mais qui est évidemment lié, c'est celui sur la supériorité aérienne, publié récemment par Adrien et par Jean-Christophe Noël, parce que cette frappe dans la profondeur ne se conçoit justement qu'avec une réflexion parallèle sur la maîtrise ou non de la supériorité aérienne actuellement. Donc je vous encourage à prendre un exemplaire à la fin, et puis vous pouvez consulter sur le site de l'IFRI. Ils sont en libre accès sur le site de l'IFRI, mais il est absolument hors de question que nous ramenions chez nous des exemplaires papier. Merci beaucoup, Héloïse. Cubi, alors je m'excuse, je vais utiliser nos call signs, c'est une vieille tradition d'aviateur et j'y tiens beaucoup. Cubi, je vais te donner la parole maintenant pour parler du positionnement et de l'importance des capacités de frappe de précision dans la profondeur dans la stratégie de défense française. Bien, bonjour à tous. Merci tout d'abord pour cette invitation à ce panel. Effectivement, je vous propose de nous intéresser à l'évolution du contexte stratégique et finalement l'omniprésence des capacités de frappe dans la profondeur. Alors on a parlé de frappe de précision dans la profondeur. Vous m'excuserez, pendant tout mon speech, j'utiliserai par commodité frappe dans la profondeur. Mais avant tout, je voudrais revenir effectivement sur la définition pour essayer de donner sur le concept de profondeur. Pour moi, il renvoie sur deux notions. Une notion de distance, donc c'est la profondeur géographique au sein de la nation adverse, mais aussi une notion organisationnelle. Et dans ce cas-là, on parle de profondeur organisationnelle en référence à des frappes visant l'organisation elle-même et l'organisation adverse. Donc je pense que c'est important. On parle souvent de la profondeur géographique, c'est celle qui vient à l'esprit directement, mais aussi une profondeur organisationnelle. Donc si vous me permettez, je vais tenter de vous donner une définition la plus généraliste, ou en tout cas que je souhaiterais vous soumettre, qui est une frappe dans la profondeur pourrait se définir comme l'attaque d'une cible située à une certaine distance au-delà de la ligne de front au sein du système adverse, donc distance qui varie selon chaque conflit, profondeur géographique, ou qui permet de cibler des éléments indispensables à la cohésion d'une organisation, et là on parle de profondeur organisationnelle, nécessitant l'emploi d'un système d'armes ou d'un armement adapté pour évoluer dans un milieu qui est plus ou moins contesté, et tout en ayant pour but d'atteindre des effets qui soient tactiques, opératifs ou stratégiques significatifs, et dont le niveau de délégation va dépendre et peut être retenu au plus haut niveau. Donc dans cette définition-là, on retrouve les notions de profondeur géographique, les notions de profondeur organisationnelle, un système d'armes ou un armement, la notion d'environnement, plus ou moins permissif, plus ou moins contesté, des effets stratégiques, tactiques ou opératifs, et enfin un niveau de délégation qui peut être retenu finalement au plus haut niveau. Donc après avoir défini ces frappes dans la profondeur, je souhaite, comme je vous l'ai dit, repartir sur le contexte, puis après vous montrer quelle est la place finalement des frappes dans la profondeur dans notre stratégie de défense. Le président de la République l'a mentionné le 5 mars dernier, le ministre des Armées l'a rappelé encore mardi dernier, enfin mardi ici même, à l'ouverture de ce forum. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Dans une nouvelle ère, depuis quelques années, l'emploi désinhibé de la force ou la menace de recours à la force est redevenu, pour certains pays, l'un des moyens de règlement des différends dans les relations internationales. Et on observe une compétition de puissance totalement exacerbée, associée à une modification des alliances historiques, et qui engendre finalement une instabilité permanente et un état sécuritaire qui est vraiment fragile. Donc quelle place et quelle forme prennent les frappes dans la profondeur? Alors sans faire trop de teasing sur les interventions de mes camarades, notamment sur les analyses des conflits récents,
Ces conflits montrent quand même d'une part la banalisation de la pratique du fait accompli par nos adversaires, et d'autre part, la prolifération des capacités offensives permettant notamment à des États modestes, voire des entités non étatiques, de menacer nos propres profondeurs et notre propre dispositif. Et donc les moyens d'attaque à longue portée sont devenus au fil des années protéiformes et disséminés. Si on doit retenir les deux gros points d'un changement stratégique au niveau des frappes dans la profondeur, c'est ça, c'est protéiforme et disséminé. En effet, la frappe dans la profondeur prend des formes diverses. On a au niveau du matériel, on a des matériels qui sont rudimentaires, des drones qui sont bas coût, je pense notamment effectivement aux one-way attack très rustiques dont la portée ne cesse d'être augmentée, qui ont été encore utilisés en masse dans la nuit de lundi à mardi dans le conflit ukrainien. Mais on peut penser aussi aux armements bien plus technologiques comme les missiles de croisière, les missiles hypersoniques, les missiles balistiques, qui eux nécessitent un investissement en recherche et développement ainsi que des capacités industrielles très élevées. Et donc au regard de ces niveaux technologiques différents et financiers, de ces objets que je vous ai précédemment cités, finalement un grand nombre d'États, voire de groupes non étatiques, ont la possibilité d'acquérir aujourd'hui et de mettre en œuvre une capacité de frappe dans la profondeur qui est adaptée à leurs ressources. Donc la frappe de la profondeur n'est finalement plus l'apanage des grandes puissances. Elle devient beaucoup moins attribuable et potentiellement utilisable par des États beaucoup plus modestes et des groupes non étatiques. Alors comment elle est utilisée ? Encore une fois, ça sera repris dans les rétextes du Moyen-Orient et des conflits actuels. Mais si on regarde les deux conflits actuels, on voit que l'une des caractéristiques mises en lumière, c'est l'utilisation massive des attaques combinées utilisant des drones bas coût, de la technologie rustique et ainsi que la technologie bien plus élevée, hautement technologique, pour avoir un effet de saturation sur les défenses. Et donc cet effet de saturation est finalement, pour nous, devenu primordial pour opérer au sein des environnements les plus contestés et pousse les grandes puissances ainsi que les puissances occidentales à compléter potentiellement leurs arsenaux avec des drones ou des moyens qui sont moins onéreux pour obtenir l'effet de masse. Quelle est maintenant la place des frappes dans la profondeur dans notre stratégie française ? Alors la France s'appuie sur la dissuasion nucléaire pour la protection des intérêts vitaux. C'est finalement la pierre angulaire de notre défense. La France a conçu et développé un modèle d'armée permettant un épaulement mutuel entre les forces nucléaires ainsi que les forces conventionnelles. Il y a eu un très beau panel hier sur la dissuasion. Et pour recaler les esprits, je souhaite vous reciter le discours du président de 2020, ici à l'école militaire, concernant cet épaulement. Donc, je cite, notre stratégie de défense est un tout cohérent, force conventionnelle, force nucléaire, s'y épaule en permanence. Dès lors que nos intérêts vitaux sont susceptibles d'être menacés, la manœuvre militaire conventionnelle peut s'inscrire dans l'exercice de la dissuasion. Et la présence de forces conventionnelles robustes permet alors d'éviter une surprise stratégique, d'empêcher la création rapide d'un fait accompli ou de tester au plus tôt la détermination de l'adversaire, en le forçant à dévoiler de facto ses véritables intentions. Donc on voit bien que les forces nucléaires dissuadent l'adversaire de toute menace ou agression contre nos intérêts vitaux et sont un contributeur de premier rang pour préserver la liberté d'action de notre force conventionnelle. Et à l'inverse, tout en opposant une résistance des plus robustes à l'adversaire, les forces conventionnelles offrent des options de signalement, de gestion de l'escalade et contribuent ainsi à éviter le contournement par le bas de notre dissuasion. Donc, le triptyque de notre stratégie de défense, c'est bien la dissuasion nucléaire, notre pilier, notre pierre angulaire, épaulé avec un épaulement mutuel de nos forces conventionnelles qui soient défensives ou offensives. Et aujourd'hui, on essaie de revoir cet équilibre sur les capacités conventionnelles défensives et offensives en augmentant finalement nos investissements sur la partie offensive, donc les frappes dans la profondeur. Puisque toute défense n'est pas imperméable et forcément l'avantage est à l'attaque, qu'elle soit sur le plan opérationnel ou économique.
Par exemple, si on prend l'exemple de l'Iron Dome au niveau israélien contre le Hamas, on voit la difficulté et le nombre considérable de moyens à mettre en œuvre pour défendre efficacement un pays dont la superficie est relativement faible. Alors, étendu à la France, on voit bien que toute défense ne peut pas être imperméable. Donc au sein de ce triptyque, dissuasion, action défensive, action offensive, les frappes dans la profondeur permettent finalement de peser sur les équilibres stratégiques et potentiellement pour gagner la guerre avant la guerre. Merci beaucoup, Kubi. Je vais donc repréciser pour bien cadrer ce débat et être sûr qu'il n'y ait pas d'incompréhension, notamment avec nos camarades anglo-saxons dans la pièce, que dans le cadre de cette discussion aujourd'hui, nous parlons bien de frappe dans la profondeur conventionnelle, ça me paraît évident, mais nous parlons de frappe dans la profondeur terrestre. On va se focaliser, on va rester sur le théâtre européen et évacuer, je ne suis pas du tout légitime pour parler de frappe dans la profondeur contre les forces navales, donc on parle bien d'attaque à la terre. Voilà. Merci beaucoup, Kubi. Et je retiens un mot que tu as prononcé plusieurs fois et sur lequel j'aimerais beaucoup t'entendre rebondir éventuellement pendant les questions si notre auditoire veut s'en saisir. C'est la question du ciblage, puisque très souvent on parle de frappe dans la profondeur en parlant de capacitaire et d'armement, mais on oublie souvent que une des composantes fondamentales des frappes dans la profondeur, c'est le ciblage. Mais pour revenir au capacitaire et pour vous faire un point historique, on a la grande chance d'avoir Pierre-Marie Bello qui a donc fait partie de l'équipe qui a conçu le scalp dans les années 90. Et donc, Pierre-Marie, j'aimerais beaucoup t'entendre sur l'évolution du paradigme industriel, la façon dont on est arrivé au missile de croisière polyvalent dans les années 90 et la diversification des profils de vol, des moyens qu'on envisage aujourd'hui. Merci. Bon, ben, je suis ravi d'être une référence historique maintenant. Les missiles de croisière, c'est un sujet absolument industriel pour l'industrie de défense. Pour mémoire, je peux rappeler que le groupe MBDA, donc qui est bien évidemment le principal groupe européen sur le sujet, a été construit autour du projet Scalp-G Storm Shadow, donc une coopération franco-britannique. Et on continue dans ce domaine. C'est un élément absolument structurant pour notre BITD. Si on regarde un petit peu en arrière, bon, jusqu'à l'époque où j'étais en culotte courte, jeune ingénieur chez Matra, on voit deux périodes distinctes. Encore une fois, moi je donne un point de vue de missilier. Il y a une première période qui a démarré avec le lancement du Scalp et qui a fini il y a 2-3 ans, dans lequel le rôle de l'industriel était de développer, fabriquer un missile unique, relativement polyvalent, répondant aux différentes caractéristiques de la frappe dans la profondeur et qui allait être produit en quantité limitée. Donc on disposait à chaque fois d'un set de requirements émis par les clients et on devait trouver une solution technique répondant à 4 axes majeurs. Donc le premier axe majeur, c'est la portée. Donc soit la portée du missile ou la portée de stand-off en prenant en compte l'avion pour les missiles aéroportés. Donc la portée est le premier facteur. Le deuxième facteur est la survivabilité. Donc on le voit bien sur les opérations actuelles, la capacité du missile à passer à travers les défenses ennemies. C'est un facteur extrêmement important, dimensionnant pour le design. Le troisième facteur, c'est la précision. Donc tu en as parlé, essentiel. Et le dernier facteur, c'est l'effet létal. Donc on a eu à chaque fois un champ de requirement, ces 4 facteurs clés à adresser, le tout au meilleur coût. Et c'est ce qui a conduit au missile Scalp-G Storm Shadow, dont je suis très fier, mais aussi au missile Taurus, donc de nos collègues allemands, au JASSM aux États-Unis et à tout un tas d'autres produits sur le marché. Donc ça, c'était avant. Ces produits restent bien évidemment d'intérêt. Les 4 facteurs principaux, donc portée, survivabilité, précision, effet létal, restent complètement d'actualité. Mais le retour de la haute intensité, donc qui est arrivé il y a 3 ans, change complètement la donne. Donc il y a des facteurs importants qu'on voit et qu'on doit prendre en compte et qui vont révolutionner le travail industriel. Donc la première chose, c'est la masse. Bon, c'est évident, mais ça joue sur la taille des usines, ça joue sur la vitesse de ramp-up, ça joue sur l'investissement. Donc on doit produire en masse et ça joue aussi sur le coût des missiles qu'on doit développer pour pouvoir le soutenir. Le deuxième grand bouleversement que je vois, et on en a déjà parlé, c'est l'arrivée, alors ce qu'on appelle, nous on a chacun notre jargon, je crois qu'il n'y a pas de terme défini actuellement, mais l'arrivée des drones one-way attack, ou qu'on appelle aussi shade-like, il y a un certain nombre de définitions.
Donc ce sont des armements qui sont actuellement principalement des armements d'attrition, donc qui sont utilisés pour forcer l'adversaire à épuiser son stock de solaire. Ce sont des armements qui peuvent être utilisés efficacement en accompagnement de raid, et on voit d'autres utilisations. Donc ça aussi, c'est un nouvel acteur sur le marché qui n'était pas réellement anticipé et qu'on doit prendre en compte, et qui évolue très rapidement. Le troisième facteur qu'il faut prendre en compte, qui est vraiment dimensionnant, c'est un facteur qui met plus de temps à s'installer, mais c'est la révolution qui est en cours sur la défense aérienne. On voit des investissements gigantesques dans la défense aérienne. On voit aussi une évolution des tactiques de défense aérienne. Et donc, on doit anticiper une amélioration très forte des défenses contre les vecteurs de haut niveau, mais aussi le développement, et on les voit maintenant, on commence à les voir sur le terrain, de systèmes de défense aérienne rustiques qui permettent d'arrêter les one-way attack drones, ou enfin, on les appelle comme on veut, à faible coût. Donc ça joue dans notre travail, parce qu'il faut anticiper, ce qui est jamais évident. Un quatrième facteur qui joue, ça a été la première utilisation par les Russes des missiles hypersoniques. Donc avec un effet militaire, très certainement, mais surtout un effet politico-médiatique. Moi, j'ai ma grand-mère, que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas un expert aéronautique, ce que je regrette, mais qui me parle du missile hypersonique à chaque fois que je la vois. Et c'est comme ça partout. Et ce dépassement dans la zone médiatique joue sur ce qu'on doit faire. Et typiquement, le niveau d'investissement qu'on voit dans les missiles hypersoniques est un certain résultat de ce dépassement. Donc, un autre facteur qu'on voit, et après je viendrai sur les fondamentaux, enfin, c'est déjà un fondamental, celui-là, c'est le retour au premier plan du besoin de pouvoir neutraliser les défenses aériennes adverses. Donc c'est la mission SEAD-DEAD, qui n'était pas une priorité numéro 1 précédemment et qui revient au premier plan. Et le dernier facteur fondamental que je verrai, et il y a eu des débats au début, mais je pense qu'il y a une convergence enfin, à travers toute l'Europe, c'est le besoin de disposer d'une capacité de frappe décisive. Donc la capacité de frapper en profondeur dans le territoire ennemi et avec une très forte probabilité de succès. Et ce besoin drive aussi beaucoup l'effort industriel. Donc on a changé de période et ça révolutionne le travail que l'industriel doit faire. Donc de quoi doit-on disposer pour réussir ce challenge? Enfin, moi j'ai des équipes qui travaillent jour et nuit depuis quelque temps. On a des recrutements absolument massifs, on a un effort colossal en cours. Alors, la première chose, on doit disposer, j'en ai pas parlé, on doit disposer de différents vecteurs. Ce qu'on voit en Ukraine, c'est l'utilisation de différents vecteurs, c'est-à-dire des vecteurs avec des vitesses différentes, des signatures différentes, des profils de vol différentes, etc., contre une même mission. Donc on doit disposer de beaucoup de vecteurs et on doit disposer de la capacité de travailler sur des vecteurs stealth, des vecteurs low cost, des vecteurs à haute vitesse, etc. C'est un premier challenge technique. Ça demande une surface technique très forte. Le deuxième sujet, il va falloir faire évoluer rapidement tous ces produits. Il va falloir disposer d'un portefeuille de technologies très très large. Ça va de la charge militaire, du guidage, de la navigation, de l'antibrouillage, etc. Donc là aussi, on a besoin de disposer d'une surface technologique énorme pour répondre au challenge. Le troisième facteur dont on a besoin en Europe, je pense, enfin moi je travaille chez MBDA, mais je pense que c'est une évidence, c'est de collaboration européenne. Les investissements dont on a besoin pour répondre à ces multiples vecteurs qu'on doit développer seront très difficilement soutenables par un seul pays. Donc on a besoin de collaboration européenne. Donc on a le Scalp qui a été, je crois, un succès. On a des succès avec le Météor, avec un certain nombre d'autres produits. Ça va encore renforcer ce besoin de coopération européenne. Donc c'est là où MBDA se positionne dans ce secteur, en ayant de nombreux vecteurs, bon, le Scalp, le MDCN, les missiles anti-navires, les missiles à venir, en ayant un portefeuille de technologie et en travaillant très fortement la collaboration. Et on a commencé déjà, depuis 2-3 ans, à travailler sur un certain nombre de produits qui répondent à ce nouvel enjeu. Donc bien sûr, il y a le FCAS-W, dont je parlerai plus tard. Il y a le LCM, qui est l'adaptation d'un missile tiré de frégate ou tiré de sous-marin pour en faire un produit sol-sol.
et l'effort ne fait que commencer. Voilà. Donc, pour finir, on est face à une révolution qui est maintenant engagée et qui va nous prendre très fortement pour toutes les années à venir sur le sujet. Voilà. Merci infiniment Pierre-Marie. Et pour illustrer justement cette révolution dont tu nous parlais, je vais me tourner maintenant vers Vincent Touré qui s'est levé très tôt ce matin au Québec. Vincent, est-ce que tu pourrais illustrer justement par l'analyse des frappes dans la profondeur russe, parce que si on regarde bien aujourd'hui dans le monde, il n'y a qu'un seul pays qui effectue des frappes dans la profondeur avec l'intégralité des profils de vol et des vecteurs dont Pierre-Marie vient de parler, et c'est la Russie. Et finalement, observer les succès et les échecs des frappes russes en Ukraine, c'est prendre un retour d'expérience fondamental pour la façon dont nous, les Européens, nous pouvons envisager ces frappes dans l'avenir. Vincent, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour être ici, à distance avec vous aujourd'hui. Je vais quand même essayer de donner un petit peu de perspective historique parce que la vision russe. Oula, par contre, j'ai un écho. Est-ce que c'est gérable ou. Ouais. Vous m'entendez bien ou pas? Oui, on t'entend très bien, Vincent. Ouais, ok, très bien. Merci. Donc, ouais, je vais essayer de donner une perspective un peu historique pour bien comprendre les tenants et les aboutissants du modèle russe aujourd'hui parce que faut bien comprendre que le développement de l'arsenal russe, le développement de son utilisation de sa doctrine, en fait, s'inscrit vraiment dans une continuité assez forte avec, du coup, les théories soviétiques, en fait, des années 80. C'est encore une fois on va dire, ce moment, hein, donc, chez nous, c'était la révolution dans les affaires militaires. Chez eux, c'était la révolution technico-militaire que tu avais bien décrite au début, hein. Donc, c'est la combinaison déjà du début de l'exploitation du spatial, l'introduction de l'informatique qui permet d'accélérer les cycles de ciblage et de les automatiser, et puis les premières missions de précision. Donc ce Big Bang un peu technique en fait, crée un véritable choc en fait, pour les soviétiques parce qu'ils se rendent compte que leur solution pour justement mener des opérations qu'ils appelaient en profondeur, qui était en fait le déploiement d'une masse donc à une très longue distance, par notamment des groupes opérationnels de manœuvre, hein, des forces blindées. La masse, donc le principe de la masse, était en train de rentrer en fait en obsolescence par rapport au modèle occidental qui lui jouait en fait de la supériorité aérienne. Donc à partir de là, en fait, la vision soviétique devient assez radicale parce qu'elle estime que le feu devient en fait lui-même un élément manœuvrant et qu'il est en fait en mesure, en gagnant en précision, en allonge et en puissance, déjà d'approcher déjà des effets de destruction nucléaire et d'être en fait décisif, donc dès l'ouverture d'un conflit dans sa phase vraiment initiale. Donc, quand ils élaborent, si vous voulez, à partir de là, cette théorie, donc, qui deviendra ensuite ce qui fut appelé la guerre sans contact, il faut bien comprendre que la frappe en profondeur conventionnelle et de précision s'inscrit comme une sorte de sous-couche juste en dessous, en épaulement du niveau nucléaire. Le fait de disposer de capacités de frappe en profondeur pour les Russes, c'est vraiment la condition sine qua non à partir de là, en fait, de leur liberté d'action politique et opérationnelle. Le défi majeur, bien entendu, donc encore une fois, c'était le modèle occidental de frappe, donc aérospatial, qui, en fait, dont ils n'avaient pas les moyens en fait, technologiques pour le développer de leur côté. Donc, ce qu'ils ont essayé de faire, donc, ça s'est intensifié sous Poutine, c'est de développer un schéma assez asymétrique qui visait donc à déjà intimider à l'extérieur pour gagner en supériorité des feux sur les théâtres d'opération envisagés. L'idée centrale, c'était déjà qu'il y avait une abolition entre une posture offensive et défensive. C'est tout le sens de ce qu'ils appellent la défense active. Il fallait donc... excusez-moi. Ouais.
Donc l'idée, c'est donc, si vous voulez, que pour soulager en fait la charge d'interception des défenses antiaériennes, il ne fallait pas attendre la salve adverse, mais qu'il fallait aller pouvoir la préempter. Le modèle est vraiment agressif, c'est-à-dire que quand vous avez un schéma de défense antiaérienne soviétique, la première tâche, la première mission, c'est d'aller frapper les infrastructures, les aérodromes qui permettent en fait de générer la salve adverse. Donc le modèle est en soi agressif. Ensuite, vous avez, ce que j'avais expliqué un peu auparavant, une recherche vraiment de fusion des opérations nucléaires et de celles conventionnelles dans ce qu'ils appellent donc, le schéma de dissuasion stratégique. Avec l'idée que chaque couche de feu, du stratégique nucléaire au stratégique non nucléaire, puis au stratégique conventionnel, permet en fait de s'assurer une liberté d'action vis-à-vis d'adversaires ainsi isolés par l'inhibition, par la préemption de tiers intéressés. Donc dans le cas de l'Ukraine, on comprend bien la situation, inhiber l'Europe pour pouvoir agir pleinement en Ukraine. Ensuite, au niveau, on va dire plutôt opérationnel et tactique, l'idée, en fait, c'est de pouvoir disposer d'un modèle en fait, de compensation des différentes déficiences, en fait, soit de l'armée aérienne, soit d'un arsenal, par exemple, d'effecteurs terrestres, hein, soit missiles, soit balistiques, soit même artillerie, tubes et roquettes, qui pouvaient être obsolescents. C'est le modèle qu'ils qualifient de bastion. C'est l'idée que pour progresser sur le théâtre, il faut pouvoir s'assurer la supériorité des feux. Et donc, il faut avancer en carapace. Nous, on parle, si vous voulez, par exemple, donc vous savez, des M2MC, hein, du milieu multichamp. Le modèle russe, quelque part, là-dessus, c'est plutôt du multifeu, multichamp. C'est-à-dire que qu'importe le milieu, qu'importe le service, il faut pouvoir que l'action des feux en profondeur délivrée par des plateformes aériennes puisse être complémentaire de l'action des forces de frappe antiaériennes dans la grande profondeur, mais également du coup des vecteurs classiques tels que des missiles de croisière ou des missiles balistiques. Bref, il faut pouvoir créer une synergie qui puisse compenser les faiblesses d'un armement et créer des dilemmes à l'adversaire en termes, donc, vous savez, de concentration, de dispersion. Donc, les revers, en fait, d'une telle proposition, hein, de cette élaboration d'un bastion comme ça, multifeu, multichamp, c'est qu'en fait, il suppose une subordination extrêmement étroite et verticale donc de chaque composante aux objectifs du plan pour essayer d'avoir une déconfliction crédible. Et cette subordination, en fait, si vous voulez, elle entraîne ensuite un asservissement réciproque en fait, des moyens de frappe. C'est-à-dire que vous avez une action aérienne qui est obligée de suivre la progression des effecteurs terrestres, et inversement, vous vous retrouvez avec des forces terrestres qui n'ont aucune alternative pour progresser, aucune alternative à la puissance des capacités de frappe en profondeur. Donc vous vous retrouvez en fait dans un modèle qui s'auto-inhibe, puisque si le bastion n'est pas complet, si la complémentarité des feux n'est pas effectuée, n'est pas atteinte, en fait le modèle s'auto-neutralise. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très très vite en fait dès le début des difficultés de l'invasion allemande d'échelle de l'Ukraine. Vous avez au début des tentatives de pénétration en profondeur, hein, en stand-in de l'aviation russe, qui se retrouvent en fait très vite jugulées par les premières pertes. Et le réflexe en fait russe, c'est donc de reformer la carapace, de reformer le bastion et d'essayer de combler au maximum les trous de la raquette. Donc aujourd'hui, donc après 3 ans, je vais vous donner quelques chiffres, hein, on a à peu près 19 000 vecteurs tirés de tout type, missiles, balistiques, hypersoniques, aérobalistiques, que ce soit du naval, que ce soit de l'intercepteur antiaérien utilisé à des fins de frappe au sol, je pense notamment au S-300. Donc 19 000 vecteurs, et 70% pourtant d'entre eux sont des Shahed iraniens, ou des dérivés d'iraniens. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la vision russe, elle a plutôt de se radicaliser, et pas du tout de rejeter le modèle asymétrique qu'elle a essayé de développer vis-à-vis de notre propre modèle de force, mais donc de plutôt renforcer la
l'aspect salve terrestro-aérienne, multifeu, multichamp, que je vous ai décrit auparavant. Vous avez en fait un décalque des vieux schémas d'opération en profondeur terrestre dans le domaine de la troisième dimension. Quand vous regardez l'utilisation des shades aujourd'hui, en fait, vous vous rendez compte que leur intérêt est moins dans leur capacité de destruction et de toucher au but, donc des cibles précises, mais plutôt en fait dans leur capacité d'incarner, de matérialiser par leur masse un échelon de rencontre et de reconnaissance du dispositif antiaérien et antimissile ukrainien. Le terme qu'ils utilisent pour parler de ce type de munitions, qui est là pour leurrer, épuiser, tester, identifier les faiblesses donc, de la défense adverse, il est assez intéressant, c'est celui de munitions de barrage. Et les Shahed, c'est vraiment ça. Vous avez le premier échelon de barrage qui va venir comme ça épuiser la défense adverse et qui ensuite, comme à l'époque par exemple des pénétrations de blindés soviétiques, cet échelon en fait identifie les ruptures du front et derrière les Russes introduisent dans ces brèches les vecteurs plus sophistiqués et plus manœuvrants. Donc là on pense à l'hypersonique, le balistique, les missiles de croisière classiques. Et ça c'est d'ailleurs plutôt intéressant de voir que l'utilisation de l'hypersonique, que l'on pourrait penser chez nous plutôt comme un moyen en fait de SEAD, assez efficace par sa fulgurance, etc. Dans la vision russe, en fait, n'arrive qu'en deuxième, voire troisième étape, pour parfaire le tir en fait, mais pas du tout pour essayer de pénétrer tel un scalpel les défenses antiaériennes adverses. Après, on reste encore, c'est sur un débat qui est en cours chez eux, mais les derniers articles que j'ai pu consulter qui remontent quand même juste à 2024, c'est d'abord l'échelon de revisée, l'échelon, le lot du mix, qui permet ensuite l'optimisation des vecteurs. Et je vais m'arrêter là. Excusez-moi pour la cacophonie, c'est un peu difficile matinalement et à distance. Merci. Merci beaucoup Vincent. Effectivement, je pense que c'était très important de préciser que l'emphase mise par les Russes sur les frappes dans la profondeur, c'est d'abord et avant tout une conséquence de leur conception de la guerre aérienne, qui est une guerre aérienne quasiment purement défensive, et qu'elle est construite, cet ensemble est construit par peur finalement de la puissance aérienne occidentale. Et c'est une constante finalement depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je vais maintenant me tourner vers Héloïse à nouveau pour le même genre de retour d'expérience, le même genre de considération, mais cette fois-ci sur le Proche et le Moyen-Orient. Merci beaucoup Adrien. Merci Vincent aussi. Je pense que dans la phase de questions, ça serait intéressant de t'entendre sur la soutenabilité de cet effort russe, à quel point est-ce qu'ils peuvent continuer à produire en fait tout leur type de vecteurs pour la frappe dans la profondeur et à quel point ils sont dépendants d'autres acteurs, notamment les Iraniens, mais aussi les Nord-Coréens, c'est plus au niveau des obus, mais je pense que ça serait intéressant de penser justement à cette capacité de production. Et après, quand on regarde le théâtre moyen-oriental, on se rend compte que toutes les dynamiques dont on a parlé depuis le début de cette table ronde sont bien présentes, mais avec une échelle bien plus restreinte. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un théâtre un peu plus artisanal que sur le flanc Est et en Ukraine ou que sur le théâtre pacifique? Bon, ça dépend à qui on parle, évidemment. Je pense que les Israéliens ne voient pas forcément ça comme très artisanal. Mais en tout cas, voilà, sur une échelle plus restreinte, notamment à l'échelle, évidemment, des distances, étant donné que Israël et Iran, qui seront en fait les deux principaux exemples, enfin leur affrontement seront mes deux principaux exemples pour cette partie. Leur éloignement est moindre que par exemple dans le Pacifique ou même pour frapper la profondeur du territoire russe. Les industries défense sont aussi un peu moins avancées, mais en tout cas on retrouve toutes ces dynamiques-là, donc notamment la dissémination des armes avec l'Iran en tant que fournisseur de certains moyens de frappe dans la profondeur, de frappe de précision à ces milices et ces groupes d'influence, donc notamment certaines milices chiites en Irak et puis évidemment le cas emblématique des Houthis et du Hezbollah. On retrouve aussi toute la réflexion sur la protection. Donc la défense antimissile avec un rapport pas toujours favorable entre le défensif et l'offensif, et puis ce mélange en fait à la fois de la baisse des coûts de production des vecteurs et à la fois des progrès technologiques donc qui permettent en fait cette véritable démocratisation des frappes dans la profondeur au Moyen-Orient. Alors une démocratisation qui n'est pas si nouvelle. On peut se rappeler évidemment de la guerre Iran-Irak
où ça a été vraiment une prise de conscience de l'importance des frappes dans la profondeur dans la région, notamment en Iran, où face à la vulnérabilité du territoire iranien aux attaques irakiennes, et notamment justement la déficience en fait en termes de défense aérienne, et puis même de l'aviation iranienne qui avait des difficultés à effectuer des frappes dans la profondeur sur le territoire irakien. C'est ça notamment qui a poussé justement l'Iran à ensuite se doter d'un arsenal plutôt sol-sol, donc avec pas mal des distances assez variées, et dont on a vu donc une première illustration en janvier 2020 lors de frappes de précision contre des bases de la coalition américaine, occidentale en Irak, et puis une concrétisation beaucoup plus visible donc en avril puis en octobre 2024 avec cet échange de salves entre Israël et l'Iran, donc sur laquelle je vais revenir. Donc, pour resituer un peu le contexte, donc dans le cadre évidemment de la guerre débutée, qui est passée à un autre niveau depuis le 7 octobre, Israël a nettement accéléré son rythme de frappe sur des intérêts iraniens en Syrie. La frappe sur le consulat iranien à Damas début avril 2024 a été considérée peut-être comme la frappe de trop par les Iraniens, qui ensuite ont répliqué 15 jours plus tard par une série de frappes mixtes. Donc là, on parlait justement de salves presque panachées, ou en tout cas avec un mélange de vecteurs, donc des drones, des missiles de croisière et des missiles balistiques qui se sont heurtés à la défense antimissile israélienne. Donc ce système en partie composé par le dôme de fer, mais un système multicouche qui, il faut se rappeler, a été aussi secondé par une action de défense anti-aérienne américaine, française et britannique déployée au Moyen-Orient, notamment pour protéger les intérêts occidentaux au Moyen-Orient. Donc là, ce premier échange de salves est ensuite suivi en octobre 2024 par quelque chose de beaucoup plus précis, et donc qui là répond plutôt aux assassinats ciblés de Hassan Nasrallah et d'une série en fait de dirigeants du Hezbollah et du Hamas. Et donc là, on voit un progrès peut-être dans la réflexion iranienne qui déjà réagit beaucoup plus vite. Il n'y a que quelques jours entre la frappe israélienne sur Nasrallah et puis la réponse iranienne, alors qu'en avril, il y avait eu 15 jours en fait, de préavis donnés, 15 jours d'attente, on va dire, entre la frappe israélienne sur le consulat à Damas et la réponse iranienne. Et on voit aussi que la réponse iranienne, donc en octobre 2024, est composée uniquement de missiles balistiques, donc environ 180 missiles balistiques, beaucoup plus difficiles à intercepter par la défense antimissile israélienne, même si le degré de sophistication et la petite taille du territoire israélien, comme ça a été rappelé par le colonel Koubala, permet à Israël d'intercepter la plupart des projectiles, avec aussi la capacité dans ce système, il faut le rappeler, de choisir quels missiles vont être interceptés en fonction justement des dégâts qui sont susceptibles de commettre sur le territoire israélien. Mais là se pose évidemment la question de la soutenabilité de ce système défensif, avec déjà un rapport de coût qui est défavorable à Israël. Donc il y a certaines estimations, je crois que c'était en avril justement 2024, qui ont estimé que le coût de la défense était de 1 milliard de dollars, alors que le coût de l'attaque pour l'Iran était d'environ 200 millions de dollars, voire moins. Donc un rapport au moins de 1 à 5. Et puis aussi la question évidemment des stocks en termes de défense antimissile. Et là, on se souvient que Israël avait insisté ensuite auprès des États-Unis pour obtenir une batterie THAAD supplémentaire afin de se protéger contre d'éventuelles nouvelles frappes dans la profondeur de la part de l'Iran. Et puis, évidemment, donc, cette question de dissémination auprès d'autres acteurs, donc l'accessibilité en fait des moyens de frappe dans la profondeur auprès d'acteurs non étatiques. Donc en premier lieu, donc le Hezbollah et les Houthis qui quand même se sont démarqués par cette utilisation de frappe anti-navire.
La question du ciblage, évidemment, à la fois les capacités de renseignement très précises d'Israël qui leur ont permis d'effectuer ensuite, à 2 reprises, donc en avril et en octobre, des frappes sur le territoire iranien, des frappes extrêmement précises, et avec un moyen dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais donc des moyens aérobalistiques, avec là aussi l'importance du stand-off, étant donné que les missiles ont été tirés depuis l'extérieur, évidemment de l'espace aérien iranien, mais même depuis l'extérieur de l'espace aérien irakien, et qui ont permis de cibler des sites donc en octobre extrêmement précis, d'envoyer des messages à l'Iran en montrant que Israël avait évidemment la capacité et les coordonnées pour frapper notamment donc des systèmes de défense solaire, donc S-300, et puis des installations qui permettent de produire des composants pour le programme nucléaire iranien. Ça se pose aussi évidemment la question de la prolifération donc de ces missiles balistiques et du lien ensuite avec la prolifération nucléaire, étant donné que l'Iran a un programme nucléaire assez suspect, on va dire, pour utiliser un euphémisme, et dont évidemment le programme balistique en est l'une des incarnations, étant donné qu'il est beaucoup plus facile ensuite pour un État qui a un programme nucléaire avancé de fabriquer une arme nucléaire s'ils ont déjà les missiles balistiques associés. Puis ensuite, on pourra aussi peut-être parler pendant les questions des questions de dualité qui sont très présentes dans la doctrine nucléaire russe et aussi potentiellement en Iran, si jamais l'Iran accède à l'arme nucléaire, et au sujet de la régulation dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, mais qui pose évidemment problème quand on parle de frappe dans la profondeur. Merci beaucoup, Héloïse. Et j'ajouterais au mot artisanal le qualificatif de pragmatique. En particulier quand on parle de l'aérobalistique, et on se rend compte que l'aérobalistique, contre les défenses solaires, il y a un sujet de rapport efficacité-coût qui est vraiment très intéressant. Je me tourne maintenant vers Pierre-Marie à nouveau pour évoquer de manière un peu plus précise les solutions industrielles que tu as esquissées tout à l'heure face à toutes les contraintes de la nouveauté du moment. Et sur ce, je te laisse la parole. Oui, merci. Donc, j'avais parlé des 4 facteurs clés pour des missiles de frappe dans la profondeur, qui sont la portée, la survivabilité, la précision et l'effet létal. Donc de ces 4 facteurs, celui qui est le plus challengé maintenant, c'est la survivabilité. Donc c'est la capacité de pénétrer les défenses ennemies en route et surtout en phase terminale, parce que c'est à proximité de la cible qu'on a souvent la plus forte concentration. Donc c'est un challenge industriel, trouver des solutions pour pouvoir continuer à faire des frappes décisives. Donc là-dessus, il y a un consensus général. Il y a 3 alternatives en termes de produits pour continuer à faire des frappes décisives dans ce futur. Donc la première alternative, c'est de disposer d'un vecteur avec le bon couple haute vitesse et manœuvrabilité. Donc l'idée là, c'est d'avoir un missile qui est suffisamment manœuvrant, qui fait suffisamment d'évasive en phase terminale pour échapper à la défense aérienne. Donc c'est une première alternative. Donc le premier exemple, j'avais parlé précédemment du programme FCAS-W, c'est le missile RJ-10 du FCAS-W, qui a fait l'objet d'énormément d'optimisation, qui est dans la haute vitesse, avec la bonne manœuvrabilité pour effacer les défenses. Ça pose beaucoup de challenges techniques. Pour garder de la vitesse et de la manœuvrabilité, il faut être propulsé jusqu'à la fin, et il faut avoir une propulsion qu'on peut réguler. C'est loin d'être simple, mais c'est une des premières solutions. Dans cette catégorie, je positionnerai aussi les missiles hypersoniques, bien sûr. Et les missiles hypersoniques, c'est bien sûr dans le haut de la domaine de vitesse, mais c'est la même logique. Même si le coût des missiles hypersoniques, on a vu le dernier rapport du Congrès qui met le missile américain Dark Eagle à 38 millions pièces, sans amortissement des coûts de développement. Donc c'est absolument énorme. Donc c'est un peu un coin de domaine, mais c'est dans cette catégorie. Donc c'est l'alternative 1. La deuxième alternative, c'est de disposer d'un missile extrêmement discret. Alors on parle de stealth, on parle de low observability, etc. On en parle aussi pour les avions, mais là, le challenge est encore plus fort parce que les systèmes de détection sont souvent proches des cibles, et l'idée est de ne pas être détecté ou d'être détecté au dernier moment. Donc on a un challenge technique, technologique absolument gigantesque pour faire ces produits qui sont low observables,
en termes radar ou en termes d'infrarouge. Et là, c'est le deuxième axe d'effort du programme franco-italo-britannique, F-15W, c'est le deuxième vecteur, le TP-15. C'est intéressant de voir d'ailleurs qu'on développe 2 vecteurs ensemble pour répondre à la même mission. C'est l'évolution du monde. Et la troisième alternative, vous en aviez parlé, la troisième alternative pour pouvoir faire une frappe décisive, c'est ce qu'on appelle, nous, enfin, on n'a pas le même vocabulaire, mais c'est la frappe collaborative ou la frappe de saturation. Donc l'objectif, c'est d'envoyer, dans le cas d'un raid, une grande diversité de vecteurs, donc différents profils de vol, différentes vitesses, différentes signatures, etc., qui vont arriver de façon concomitante dans le temps, voire de façon coordonnée, si on a des systèmes de data link, afin de saturer la défense aérienne. Donc il y a ces 3 alternatives, et là-dessus, MBDA fait des très gros efforts, et on avait présenté le programme Orchestrike au Bourget il y a 1 an et demi, sur lequel il y a des travaux très importants en France et dans les différentes composantes européennes de MBDA. Donc tout ça, ça ne veut pas dire que les raids classiques qu'on voit actuellement sont inutiles. Ils vont continuer à être utiles, bien sûr, mais dans la décade prochaine, on va devoir de plus en plus s'appuyer sur ces alternatives, et plus ça va aller, plus ça va devenir la norme. Donc ça renforce encore le besoin d'un effort industriel extrêmement important pour pouvoir continuer à faire ces frappes décisives qui sont essentielles. Merci beaucoup Pierre-Marie. Je vais rappeler à ce sujet que pour illustrer un petit peu l'effort russe vers les frappes dans la profondeur et vous donner un point de comparaison, les Russes en 2025 prévoient uniquement sur leur vecteur de frappe dans la profondeur de dépenser environ 4 milliards de dollars. C'est un chiffre colossal. C'est le double de la dépense française dans l'intégralité des munitions, pour vous donner un point de comparaison. Je me tourne en dernier vers toi, mon cher Kubi, pour finalement le so what institutionnel, les échéances temporelles et la déclinaison dans l'armée de l'air et de l'espace de ces frappes dans la profondeur sous un angle vraiment capacitaire. Merci. Donc je vais rebondir surtout dans un premier temps à ce que dit Pierre-Marie, et notamment sur les coopérations européennes. Donc, tout en tenant compte des enseignements qu'on essaye d'avoir des différents conflits et dans le but de peser sur les équilibres stratégiques, la France a lancé en 2024 une initiative européenne qui s'appelle ELSA, European Long Range Strike Approach. Et dans cette initiative, le but c'est de répondre aux besoins opérationnels des forces, tout en optimisant nos ressources européennes ou nationales, afin de répondre d'une façon réaliste dans le domaine de la frappe dans la profondeur, en termes de coûts, de délai, de performance et d'interopérabilité. Et le but d'ELSA, c'est d'avoir une chaîne complète, une approche complète de la frappe dans la profondeur, avec les différents points qui sont le ciblage, et je reviendrai sur ta question, le ciblage, la pénétration des défenses, les moyens surface-sol, les moyens air-sol et l'antinavire. Donc ELSA a été signé en marge du sommet de l'OTAN par l'Allemagne, l'Italie, la Pologne et bien sûr la France en juillet 2024, et ils ont été rejoints par le Royaume-Uni et la Suède, et normalement les premiers projets d'ELSA pourraient voir le jour dans les prochains mois. Donc ça répond à peu près à ton point qui est l'enjeu de coopération européen. Pour répondre aux 2 autres points qui sont le ciblage et l'importance du ciblage et de la pénétration des défenses, pour faire écho à ton propos également, ce sont 2 prérequis finalement qui sont indispensables à la frappe dans la profondeur. Sans ciblage dans la profondeur, la frappe de profondeur, elle n'a pas de réalité. Et inversement, si on n'arrive pas à pénétrer les défenses surface air, grâce potentiellement à de l'acide, l'objectif ne sera jamais atteint et la capacité ne sera pas crédible. Donc les frappes dans la profondeur et les moyens de la frappe dans la profondeur ont vraiment un besoin existentiel d'avoir cette capacité à évoluer dans un milieu contesté. Donc pour revenir un peu au thème d'aujourd'hui qui est la frappe dans la profondeur et la supériorité aérienne, effectivement je vous propose de faire un focus sur l'armée de l'air et de l'espace, tout en rappelant bien évidemment que les frappes dans la profondeur est une capacité interalliée et interarmée, et que toutes les autres armées concourent également à ce thème-là.
Néanmoins, l'armée de l'air et de l'espace a un certain nombre d'atouts et cette mission est clairement au cœur de son ADN. Donc j'aimerais aborder avec vous les 3 principaux atouts de l'armée de l'air et de l'espace qui sont à mon sens importants de rappeler. Tout d'abord, depuis les premières utilisations de l'armée aérienne, l'armée de l'air a toujours évolué dans la profondeur géographique de l'ennemi. Ça, c'est une réalité, elle s'y entraîne quotidiennement. Et donc cette capacité de tirer un armement dans cette profondeur permet finalement potentiellement un allègement des contraintes sur l'armement, que ce soit la portée ou la survivabilité, pour amener l'arme le plus près possible de l'objectif. Et peut aussi augmenter de manière significative la portée et la profondeur accessible, en additionnant finalement la portée de l'arme plus la distance franchissable de l'aéronef qui va la délivrer. L'autre singularité de l'armée de l'air et de l'espace, c'est sa réactivité. Sa réactivité et son agilité, voire sa fulgurance, en tout lieu au gré des besoins politiques. Et cette réactivité, qui est finalement l'ADN de l'armée de l'air et de l'espace, constitue un atout indéniable en offrant des réponses dans la frappe dans la profondeur qui sont graduées en intensité, mais aussi en temporalité. Et ça, c'est important. Et à titre d'exemple, on peut parler de 2022, les premiers Rafales qui ont décollé après 6 heures après l'invasion russe en Ukraine, ou encore les déploiements Pégase qui ont démontré notre capacité à projeter des aéronefs à plus de 45 000 km et faire des missions de haute intensité à l'issue. Et enfin, le dernier atout que je souhaite rappeler, c'est sa capacité permanente de commandement et de contrôle, qui inclut finalement le ciblage, mais pas que. Ce sont les communications sécurisées, ce sont les infrastructures, ce sont la RH associée et une synchronisation entre le C2R et le C2 espace. Et en titre d'exemple également, on peut citer la frappe Hamilton en 2018 qui a montré cette capacité de planifier et de conduire une frappe dans la profondeur en interallié et en interarmée depuis son C2 à Lyon. Donc ces 3 atouts mettent finalement l'armée de l'air au devant de la scène sur la frappe dans la profondeur. Alors pour répondre à ta question, quelles sont les capacités actuelles et futures des frappes dans la profondeur pour l'armée de l'air et de l'espace? Donc dans le domaine cinématique, on en a beaucoup parlé lors de ta première présentation, qui est le Scalp EGR, qui est le missile de croisière aéroporté français, qui est dédié à la frappe de la profondeur et qui restera globalement le seul et unique missile de croisière aéroporté dans la fin de décennie et le début de la décennie suivante, en attendant les prochains programmes. Les deuxièmes parties, c'est surtout en ce qui concerne la pénétration des défenses, et je pense qu'il est important de voir quelles sont les évolutions qu'on aura dans le futur. Effectivement, aujourd'hui, l'armée de l'air et de l'espace n'a pas de capacité réellement SID. Cette capacité de neutralisation des défenses a été mise en sommeil à la fin des années 90. Mais cette capacité devrait revenir à partir de 2033 avec l'arrivée du standard F5 et notamment du missile RJ-10 du programme FCAS-W de MBDA pour neutraliser les systèmes longue portée et permettre potentiellement de faire passer nos missiles de croisière ou nos armements qui sont dédiés à faire du cinétique. Dans le standard F5, permettra aussi d'avoir une boucle de ciblage réactive et autonome et automatisée pour finalement réussir à assurer la réactivité nécessaire et cibler les systèmes solaires qui, eux, sont de plus en plus mobiles. Et ça, on le voit sur le front ukrainien notamment. Et pour faciliter ce ciblage-là, on imagine avoir des UCAV ou des remote carriers qui sont bien plus en profondeur du territoire et qui permettent d'acquérir de l'acquisition de cibles. Et enfin, l'armée de l'air étudie, pour avoir finalement une complémentarité, c'est ce que tu disais, est très juste, l'acquisition potentiellement de drones ou de missiles à bas coût qui permettent d'accompagner, d'augmenter la survivabilité du raid ou d'accompagner pour saturer les défenses et créer cette masse nécessaire.